Est-ce que Emmanuel Macron a fait du mal à notre souveraineté énergétique? Malheureusement, oui. De 20 ans d'avance que nous avions sur les réacteurs de quatrième génération, on est passé à 20 ans de retard. Bon, la nuance, je pense qu'elle est chez nous, hein. Ouais. En tout cas, la rationalité, le pragmatisme, il est chez nous. Maxime Amblard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le fauteuil rouge de Frontières. On est ravis de vous avoir parmi nous. Vous êtes député au Rassemblement national, ingénieur en physique nucléaire et auteur du livre Abondance et pénurie. Et aujourd'hui, on va revenir justement sur la question énergétique et notamment celle du nucléaire, qui a été vraiment aussi un des sujets prépondérants des doubles quinquennats d'Emmanuel Macron. C'est vrai que longtemps, la France, elle a été indépendante énergétiquement, notamment en raison de ce parc nucléaire. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Attention, la notion d'indépendance, elle n'est pas exactement vraie. On dépend toujours d'un approvisionnement extérieur, surtout pour les pays européens où nous avons pas beaucoup de ressources naturelles. Donc on dépend toujours de ressources extérieures pour soit construire des infrastructures, soit pour amener le combustible qui est nécessaire dans certains mix, dans certains modes de production d'énergie. Est-ce que Emmanuel Macron a fait du mal à notre souveraineté énergétique, plus qu'indépendance énergétique? Malheureusement, oui. Il en a fait électoralement, principalement, à cause de sa volonté de poursuivre la politique de Hollande sur la fermeture des réacteurs nucléaires, qui aujourd'hui est toujours actée dans la loi. Il est toujours acté de continuer à fermer des réacteurs nucléaires préventivement dans les années 2030, ce qui normalement doit être modifié avec la prochaine PPE, prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fait beaucoup de débat d'ailleurs à l'Assemblée nationale en ce moment, on y reviendra peut-être. Et il en a fait du mal de ce point de vue-là. Il continue à en faire, malgré sa timide relance du nucléaire après son discours de Belfort, parce que dans la vision d'Emmanuel Macron et aussi des macronistes en général, du bloc central, gérer un mix énergétique, c'est comme gérer un portefeuille financier. Voilà, faut mettre un peu d'argent partout, dans tous les modes de production d'énergie, parce que tout se vaut, visiblement, selon eux. Et puis, il y en a bien un qui réussira à nous sauver, entre guillemets, et à réussir à produire l'énergie dont on a besoin pour les années à venir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un mix énergétique, ça se base sur la physique avant tout. La physique nous permet de savoir quelles sont les sources d'énergie les plus respectueuses de la souveraineté d'un pays, de celles qui le sont moins. Et donc, ça nous permet de faire une hiérarchie, ce que nous faisons au Rassemblement national. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron, lui, il fait volte-face sur ce sujet-là ? Il ne le fait pas totalement, malheureusement, c'est ce que je regrette. C'est qu'il n'admet pas que, par exemple, les énergies intermittentes sont moins efficaces que des énergies pilotables, donc comme le nucléaire ou l'hydraulique, énergies intermittentes comme l'éolien ou le photovoltaïque. Ça concerne surtout le mix électrique. Il n'admet pas ça, et malgré la réalité qui nous montre qu'aujourd'hui, il y a plein d'éléments, on pourra en revenir, plein d'éléments chiffrés qui nous montrent que c'est moins efficace, il n'admet pas son erreur de parcours d'avoir voulu continuer à investir de l'argent là-dedans. Alors, je rappelle que donc, vous êtes ingénieur en physique nucléaire. Est-ce que vous pourriez rappeler pourquoi vous êtes légitime donc, sur ce sujet ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que c'est vraiment ces sujets de la physique nucléaire, peut-être pour les gens qui nous suivent ? Et ensuite, on ira justement sur ces questions de différentes énergies renouvelables ou non. Bien sûr, alors j'ai fait une école Felma, pour pas la citer, qui est à Grenoble. Historiquement, la filière qui est dans Felma, donc génie énergétique nucléaire, que j'ai faite avant, était une école d'ingénieurs à part entière, et c'était celle qui a été en gros montée par le général de Gaulle pour le programme nucléaire français. Et ce sont une école d'ingénieurs spécialisée dans le secteur énergétique. Donc bien sûr, j'ai étudié tout ce qui est semi-conducteur pour les panneaux photovoltaïques, tout ce qui est aussi mécanique des fluides pour les éoliennes, etc. Mais surtout, un cursus très prononcé sur le nucléaire, sur le fonctionnement d'un réacteur nucléaire et sur les différents types de technologies de réacteurs nucléaires qui peuvent être utilisés, parce que tous les réacteurs nucléaires ne sont pas identiques. Un RBMK comme Tchernobyl n'est pas un réacteur comme il y avait à Fukushima, qui n'est pas un réacteur comme il y a en France. Voilà, parce que les gens ont du mal à comprendre, et c'est pour ça que ce qui s'est passé à Tchernobyl ne peut pas physiquement se passer en France aujourd'hui, par exemple. Et ensuite,
J'ai travaillé chez Framatome en tant qu'ingénieur en physique nucléaire sur notamment les EPR de Taishan. Donc les derniers types de réacteurs nucléaires français que nous avons vendus à la Chine et qui aujourd'hui sont en exploitation en Chine et dont le dernier en date vient de démarrer à Flamanville. Euh, et, euh, et j'ai également, en parallèle de ça, écrit un livre sur la souveraineté énergétique, Abondance et pénurie, comme vous avez dit, qui m'a pris 3 ans à être écrit. Et l'objectif derrière, c'était de rationaliser physiquement quel est le terme de souveraineté énergétique qu'on entend à tort et à travers, mais que personne ne définit jamais. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que quand je vous entends, j'ai tout de suite une question qui me vient à l'esprit. C'est est-ce que dans l'école d'ingénieurs dont vous avez fait partie, j'ai plus le nom, est-ce qu'il y a quand même, les profs vous enseignent quand même les valeurs de la souveraineté ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui est au cœur comme aussi de l'enseignement, notamment dans cette filière qui est stratégique? Non, c'est vraiment une filière technique. Où on apprend le fonctionnement physique d'un réacteur nucléaire, la physique qui se passe dedans, les interactions entre les particules, etc. Il n'y a pas de notion qui va au-delà de ça et qui nous apprend quelle est la notion de souveraineté. Ça m'est venu moi-même et c'est par mes centres d'intérêt personnel que j'en suis arrivé là. D'accord. Alors, évidemment, là, on se pose la question, c'est... donc, d'un côté, il y a ceux qui critiquent les énergies éoliennes, d'autres qui critiquent le nucléaire. Première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que, en fait, le tout nucléaire en France, c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Comme je vous ai dit, j'y suis arrivé par là à travers mon livre. On peut faire une hiérarchie des sources d'énergie les plus respectueuses de la souveraineté de l'État en fonction des autres. J'avais fait une interview avec Greg Tabibian dessus. Où on avait on avait refait le tri en fait des énergies les plus respectueuses de la souveraineté de l'État ou d'un autre. Pour vous donner Ouais, on en peut le faire. substance le résultat. Ça se base sur plein de critères physiques, donc les gisements qui restent, les impacts environnementaux, les impacts sanitaires, le taux de retour énergétique. Il y a aussi du coup le prix de l'énergie finale en sortie, le coût de l'énergie finale en sortie, la plupart du temps de l'électricité, mais ça peut être de l'essence, etc. On prend tout ça, on secoue, on passe à travers le fil de la souveraineté énergétique et je m'aperçois dans mon livre que la première source d'énergie la plus respectueuse de la souveraineté d'un pays, c'est l'hydraulique. Voilà. Mais l'hydraulique étant une source d'énergie renouvelable, elle est limitée dans sa puissance sur une zone géographique donnée. En France, on exploite quasiment le maximum de notre capacité hydraulique. On a à peu près 20% de marge encore, mais on a quasiment exploité le maximum de notre capacité hydraulique rentable, entre guillemets. Parce que le tout petit hydraulique, il faut déployer plus d'infrastructures pour récupérer moins d'énergie. Donc derrière, le taux de retour énergétique, donc la quantité d'énergie investie par rapport à la quantité d'énergie qu'on perçoit, est moins intéressante. Donc ça ne vaut pas le coup forcément de la développer de façon abondante. Le deuxième qui arrive derrière, c'est les réacteurs nucléaires de 4e génération, surgénérateurs, qui exploitent mieux le combustible, exploitent mieux l'uranium, en fait, ou le thorium dans certains cas, mais nous, en France, ça nous concerne surtout sur l'uranium, et ça nous permet de démultiplier les capacités, les réserves énergétiques disponibles. J'y reviendrai plus tard, mais la troisième catégorie de sources d'énergie la plus respectueuse de la souveraineté de l'État, c'est le nucléaire actuel, qui a le seul défaut par rapport à la 4e génération de moins bien utiliser la matière, l'uranium naturel. Et ensuite, derrière, on arrive à la biomasse, l'éolien, le photovoltaïque, et loin derrière, on a le gaz, le pétrole, le charbon. Le gaz et le pétrole, principalement parce que les réserves vont s'épuiser très rapidement. Alors, j'entends beaucoup de personnes me dire à chaque fois, oui, ça fait des années qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de pétrole, et pourtant on arrive encore à trouver. Attention à ne pas mélanger la quantité et la qualité. Le parallèle que je fais, c'est, prenez par exemple les pommes d'un pommier. Pour aller chercher les premières pommes qui sont au niveau de la houppe de l'arbre, vous avez juste à tendre la main, et vous avez des pommes de très bonne qualité parce qu'elles ont été protégées des intempéries et des oiseaux. C'est exactement la même chose pour le pétrole. C'est-à-dire les premiers litres de pétrole qu'on allait chercher à l'époque de Rockefeller aux États-Unis, il fallait investir l'équivalent de 1 baril de pétrole pour en récupérer 100. Parce qu'il était facilement accessible. Aujourd'hui, le pétrole de schiste américain, il faut en ordre de grandeur à peu près investir l'équivalent d'1 baril de pétrole pour en extraire 10. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a encore de la quantité sous terre que la quantité d'énergie nette récupérée par rapport à ce qu'on investit pour aller la chercher est la même. Donc en plus d'avoir une quantité
donc une quantité qui diminue, parce que les découvertes ont diminué au fur et à mesure du temps, la qualité nette de l'énergie, donc la quantité nette d'énergie qu'on va aller récupérer, ce que j'appelle du coup la qualité pour faire ce parallèle, elle diminue également. Donc attention, le pétrole des années 1900 ne vaut pas le pétrole des années 2020. Et est-ce que nous, on est toujours en avance en France justement sur la création de réacteurs nucléaires? Est-ce que c'est nous les pionniers par rapport à d'autres pays? Vous faisiez la comparaison en expliquant que ce qui s'est passé c'était à Fukushima ou alors à Tchernobyl pourrait pas peut-être se passer en France. Où est-ce qu'on en est, nous, par rapport aux autres pays finalement? À une époque, on a eu de l'avance. À une époque, dans les années 1990-2000, nous avons été les pionniers dans le développement de réacteurs, ce qu'aujourd'hui on appelle des réacteurs de quatrième génération. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, la définition n'avait pas encore été établie. Des réacteurs surgénérateurs, comme je vous en ai parlé, qui exploitent mieux la matière et qui avaient pour vocation de ce qu'on appelle fermer le cycle du combustible. C'est ça, en gros, utiliser mieux la matière. Et quand je dis utiliser mieux la matière, c'est pas négligeable. C'est ce que j'avais dit lors de ma première interview. Quand mon livre était sorti, ça remonte à un moment. L'Académie des sciences dit la même chose, le CEA dit la même chose. Aujourd'hui, on exploite, de par la technologie des réacteurs qu'on a, à peu près l'équivalent de 1% de la capacité énergétique de l'uranium naturel. Avec ces réacteurs surgénérateurs de quatrième génération, on aurait la capacité, en théorie, d'exploiter 100% de la capacité énergétique contenue dans l'uranium naturel. En pratique, vu qu'il faut faire des manipulations physiques, etc., techniques, c'est plus 70% environ. Mais passer de 1% à 70%, ça nous permet, en France, d'exploiter ce qu'on appelle l'uranium appauvri, qu'on a dans des entrepôts, hein, qui est la résultante de l'enrichissement de l'uranium qu'on a fait pendant 40 ans, qui est disponible, qui n'est pas dangereux, hein, on ne sait pas comment en faire parce qu'il n'est pas exploitable ailleurs. Et ça nous permet d'avoir une réserve d'énergie dans le pays qui est capable de satisfaire l'équivalent de la consommation énergétique de la France à hauteur de ce qu'elle a été dans les années 2020, pendant, alors toute énergie confondue, hein, pétrole, gaz, charbon, hydraulique, nucléaire, éolien, etc., pendant 2000 ans en France. C'est pas négligeable, ça permet pas de rendre le nucléaire renouvelable, impossible parce que c'est du métal, hein, le combustible, mais ça le rend durable. Et ces réacteurs de quatrième génération, on a commencé à les développer dans les années 90 avec notamment Super Phénix. Avant ça, il y a eu un réacteur de recherche qui s'appelait Phénix, un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium. Puis après, on a eu Super Phénix, qui était un démonstrateur industriel et qui a été sacrifié sur l'autel des accords électoraux par la gauche plurielle, par M. Jospin et Mme Voynet, qui a été réélue députée d'ailleurs récemment, comme quoi ce pays va vraiment mal, à mon avis. Mme Voynet qui s'est vantée d'avoir sabordé le nucléaire français et qui, de 20 ans d'avance que nous avions sur les réacteurs de quatrième génération, Mme Lepage aussi hein, n'a pas à rougir de ça, elle y a bien participé. De 20 ans d'avance que nous avions sur les réacteurs de quatrième génération, on est passé à 20 ans de retard. Vous estimez qu'on a un peu oublié finalement tout ce qu'ont pu faire ces gens dans leurs décisions sur le nucléaire, notamment chez les écologistes? Oui, c'est un peu le propre des Français, de toute la population en général, c'est qu'on oublie vite. On oublie vite ce qui se passe. Et à mon avis, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qui sont les responsables de ceux qui nous ont mis dans cette situation. Pour plusieurs raisons. Il y en a certains, ils ont une responsabilité directe parce qu'ils ont voulu détruire notre fleuron industriel nucléaire français, les écologistes en premier lieu. Puis après, ont été rejoints par le Parti socialiste, par les centristes qui ont voulu faire des accords électoraux avec, purement cyniques. Pourquoi ? Parce que nous avions trop de production d'électricité grâce à notre parc nucléaire. Et finalement, quand on a une énergie abondante, ça ne devient plus vraiment un problème pour les politiques, dont je fais partie maintenant aujourd'hui. Hein. Il y a d'autres problèmes à gérer, en quelque sorte. Il y a d'autres urgences. Donc on se repose sur notre rente nucléaire, qui nous permet d'avoir beaucoup d'électricité, jusqu'à ce que celle-ci commence à pâtir, bien sûr, parce que il y a beaucoup de maintenance à faire, surtout avec le grand carénage. On veut prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires
ça aussi, on pourra y revenir parce qu'il y a beaucoup d'a priori et de fausses informations qui tournent sur le prolongement des réacteurs nucléaires, comme quoi ce serait soi-disant dangereux et qu'un réacteur plus vieux aujourd'hui est plus dangereux qu'un autre réacteur, ce qui est faux. Tout se change dans un réacteur nucléaire. La seule chose qui ne se change pas dans un réacteur nucléaire, c'est la cuve. La cuve est l'enceinte de confinement. L'enceinte de confinement est facilement accessible, donc en fait, elle peut toujours être mise à niveau, en quelque sorte. Et la cuve, la seule chose qui la fait vieillir, c'est son endommagement neutronique. Quand on fait des fissions, on a des neutrons qui sont propulsés soit pour faire d'autres fissions, soit qui s'en vont dans la nature et qui vont interagir avec des atomes de la cuve. La cuve doit tenir 155 bars de pression. Et plus il y a des atomes qui vont être bousculés dans cette cuve-là, plus sa résistance à la pression va réduire. C'est ça qui fait le vieillissement de la cuve. Sauf que si au fur et à mesure du temps, on arrive à réduire le nombre de neutrons qui interagissent avec la cuve, en fait, on la fait durer plus longtemps. Et c'est ce que EDF a fait depuis 40 ans, en fait, depuis l'exploitation historique du nucléaire. Et les réacteurs actuels étaient conçus pour fonctionner au moins 40 ans. Pas juste 40 ans, au moins 40 ans. Donc arrêter Fessenheim sous prétexte qu'elle a dépassé 40 ans, c'est comme jeter son ordinateur parce que la garantie est passée. C'est aussi débile. Et on parle parfois aujourd'hui de sous-traitance finalement dans ce qui est de l'usage aujourd'hui du parc nucléaire français. Qu'en est-il? Est-ce qu'on sous-traite aujourd'hui au niveau de la maintenance dans différents endroits dans le nucléaire? Alors, le modèle économique dans lequel on a voulu bousculer EDF ces dernières années, avec l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, elle n'est plus un service public à part entière, mais elle est une entreprise à objectif de service public qui avant avait des parts qui étaient détenues par d'autres entreprises qui maintenant ont été rachetées par l'État. Ce bousculement a fait que par modèle économique, EDF a de plus en plus dû avoir recours à de la sous-traitance au lieu d'avoir les compétences en interne. Est-ce que ça pose véritablement problème? Tant que les sous-traitants sont disponibles, pas forcément. Ils ont toujours le savoir-faire. Et puis la maintenance des réacteurs, on a toujours besoin d'en faire et on a tout le temps, tous les ans. Donc c'est pas des compétences qui se perdent. Mais pour ce qui est de la construction des réacteurs nucléaires, là ça devient un problème. Là ça devient un problème parce que ça fait quand même ça fait un trou de 20 ans à peu près qu'on a eu sur la construction de réacteurs nucléaires. On a Flamanville qui a duré. Mais pendant ce temps-là, on a des équipes qui sont parties ailleurs, on a des compétences qui ont été perdues. Et si on continue à attendre trop longtemps, ceux qui ont construit la fin du parc nucléaire actuel et même Flamanville 3, ils vont partir à la retraite aussi. Donc on va perdre ces compétences-là et ça sera retour à zéro sur la construction de notre capacité à pouvoir mener de grands projets industriels, dont la construction de réacteurs nucléaires. Et là, c'est problématique. C'est pour ça qu'au Rassemblement national, nous poussons, quand bien même ça puisse paraître irréaliste selon certains journalistes, nous voulons que nous construisions des réacteurs nucléaires, une première phase en tout cas, entre 2034 et 2037 et pas attendre jusqu'en 2038 parce qu'à un moment, il faut vraiment se donner les moyens de construire ces réacteurs-là le plus vite possible pour garder ces compétences-là et renouveler notre parc nucléaire parce qu'on a un gros défi qui nous attend pour ce siècle-là. C'est à la fois l'électrification des usages, donc augmenter la production d'électricité. Pour ça, il va forcément falloir faire du nucléaire, surtout si on veut se passer des énergies intermittentes qui sont inefficaces, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais également, il va falloir renouveler le parc historique, qui à un moment, ça va s'arrêter de fonctionner, forcément. On va beau avoir prolongé la durée de vie, à un moment, la cuve ne va plus pouvoir résister à la pression. C'est physique, c'est comme ça, etc. Que ce soit au bout de 60, 70, 80 ans peut-être, mais à un moment, ça va s'arrêter. Et comme on a construit les réacteurs très très rapidement, les uns à la suite des autres, ils vont s'arrêter très très rapidement. Ce qu'on appelle un effet falaise. Il faut anticiper cet effet falaise-là et construire de nouveaux réacteurs pour pouvoir compenser cet arrêt successif qui arrivera sûrement entre 2050 et 2060. Alors c'est intéressant, vous savez ce qu'ils disent, certains journalistes, ils disent que le RN serait possiblement ouvert à mettre EDF en concurrence avec des réacteurs étrangers. Qu'en est-il de ces affirmations de certains journalistes? Oui. C'est une phrase que j'ai eue la semaine dernière lors d'une interview certains journalistes se sont empressés de se jeter dessus en déformant ce que j'ai dit. Après, mea culpa, j'ai oublié de préciser une évidence, parce que pour moi, ça paraissait évident, mais parfois les évidences méritent d'être explicitées. Pour revenir dans le contexte,
Le programme énergétique du Rassemblement national prévoit 3 phases de construction de réacteurs nucléaires. Une première phase, comme j'en ai parlé, avec un déploiement de 12 gigawatts de puissance entre 2034 et 2037. Une deuxième phase avec un autre déploiement d'au moins 12 gigawatts de puissance entre 2037 et 2040, 2041. Et une troisième phase avec plusieurs dizaines de gigawatts. En gros, il faut qu'on fasse 77 gigawatts en tout, pour anticiper l'effet falaise dont je viens de parler sur la fermeture des réacteurs nucléaires. Cette première phase de 12 gigawatts, aujourd'hui, vraisemblablement, de ce qu'on nous dit, EDF ne serait pas capable de le faire, puisqu'il prévoit de construire des premiers EPR2 à partir de 2038. Cependant, de ce que je sais de mon côté, je sais que l'État ne se donne pas tous les moyens pour pouvoir pouvoir faire en sorte qu'EDF puisse déployer des réacteurs plus rapidement. Que les choses soient bien claires. La priorité dans ce pays sera toujours donnée à EDF pour la construction et l'exploitation de réacteurs nucléaires. On va donner, si la reine arrive au pouvoir, on donnera tous les moyens nécessaires à EDF pour pouvoir réussir à déployer ses premiers réacteurs entre 2034 et 2037. Des EPR2, ça c'est le plan A. Un autre type de réacteur, peut-être des EPR 1200, peut-être des REP 2000. Ah, c'est encore des technologies qui ont existé et qui existent, qui sont détenues par EDF et qui sont peut-être plus facilement déployables. C'est une possibilité. Mais si jamais, et c'est là où en fait j'anticipais un peu les critiques qu'on allait nous faire, le procès qu'on allait nous faire en disant vous êtes trop ambitieux sur les délais, etc., etc. Si jamais un plan B, enfin même un plan C, qui est moins bien que le plan A, EDF nous dit que ce n'est pas possible de déployer ces réacteurs nucléaires-là, alors il serait possible d'ouvrir, pour juste cette phase-là, de 12 gigawatts, qu'il serait possible de s'ouvrir à une coopération internationale. C'est tout ce que j'ai dit. C'est plan A, plan B, plan C. C'est le plan C. Voilà. Comme ça, on sécurise vraiment cette phase-là, cette première phase qui est cruciale pour pouvoir réindustrialiser le pays, électrifier, augmenter notre production d'électricité et décarboner notre mix énergétique en général. C'est ce qu'on veut tous. Voilà, c'était tout. Ça a été déformé, ça a été amplifié, les choses sont claires maintenant, les choses sont expliquées. Si on parle d'international, justement, c'est intéressant parce que souvent, voilà, pour les personnes un peu non initiées, on a eu à l'esprit que voilà, c'était l'Allemagne qui, en permanence, essayait un peu de saboter la filière nucléaire française à travers du lobbying, en expliquant que c'était pas une énergie renouvelable. Qu'en est-il aujourd'hui de la position allemande ? Il me semble que, justement, dernièrement, ils ont changé d'avis justement sur la question du charbon. Ils ont dit qu'ils voulaient relancer cette fois-ci le nucléaire. Qu'en est-il aujourd'hui de cette position allemande ? Quand la réalité physique rattrape l'idéologie, voilà, nous avons le meilleur exemple qui soit. J'espère que ça inspirera les écologistes en France. L'Allemagne s'aperçoit que sans nucléaire, ils n'arriveront pas à décarboner leur mix énergétique. Parce que l'éolien et le photovoltaïque ne suffiront pas. Est-ce qu'ils ont besoin de toujours avoir un système ce qu'on appelle de backup. Donc quand le vent ne souffle pas ou le soleil ne brille pas, il faut quand même continuer à produire de l'électricité. Eux, ils ont opté pour le charbon. Forcément, ça ne va pas forcément décarboner le mix énergétique de l'Allemagne. Et puis, quand ils n'ont pas de gaz, parce qu'ils voulaient compenser, ils voulaient arrêter le charbon pour mettre du gaz, parce que le gaz, ils se fournissaient par la Russie, pour pas très cher. Aujourd'hui, il est terminé. Maintenant, ils fournissent chez les Américains pour plus cher. Donc, leur système industriel en pâtit. Parce qu'une énergie qui est chère, forcément, ça fait une industrie qui va avoir tendance à s'en aller ailleurs, en Chine ou aux États-Unis, pour produire par moins cher. Parce que l'énergie, c'est le sang de notre économie. Donc l'Allemagne, aujourd'hui, s'aperçoit qu'ils sont rentrés dans une impasse. Et que ce que nous disons, nous, en France, depuis des dizaines d'années, ce que nous avons appliqué avec le plan Messmer, ce qui nous permettait d'avoir l'électricité la moins chère au monde, un avantage compétitif qu'on a sacrifié sur le dos du dogme européen, du marché européen de l'électricité, qui aujourd'hui nous empêche de profiter de cet avantage compétitif d'une électricité pas chère grâce à notre parc nucléaire. Vous pourriez expliquer pourquoi ? Ah oui, je peux développer.
avant qu'on ait le marché européen de l'électricité et cette ouverture à la concurrence, le prix de l'électricité français était fixé sur la base du coût de production estimé de chacun des modes de production qui contribuent au mix électrique au prorata de leur contribution. C'est-à-dire, si on avait un nucléaire qui faisait 70% du mix électrique, on avait 70% de l'électricité qui était fondée sur le coût de production du nucléaire, qui est l'un des moins chers au monde. Bon, c'est le coût de production du nucléaire américain qui est moins cher. Le coût de production du nucléaire français est un peu plus cher. Je ne vais pas développer pourquoi, mais il y a toujours moyen de le baisser. Et le nucléaire prolongé qu'on a aujourd'hui est encore moins cher. Le système du marché européen de l'électricité et le mode de tarification qui a été établi, qui a été négocié entre les pays européens et la France a accepté ça, qui a été proposé par l'Allemagne. Allemagne qui avait comme volonté de s'aborder l'avantage compétitif de la France. Ça, c'est l'école de guerre économique qui a fait un rapport dessus, qui le dit. Il fonctionne de telle sorte que les moyens de production d'électricité sont appelés par coût marginal croissant. Là, ce n'est pas juste le coût de production, c'est l'argent qu'il faut dépenser en plus pour faire tourner la centrale, en quelque sorte, quand elle a besoin d'être appelée. Le coût marginal le plus bas, zéro, nul, c'est les énergies renouvelables, intermittentes. Parce qu'elles tournent ou qu'elles ne tournent pas, le coût marginal supplémentaire, il est nul. Donc ça, c'est les premières énergies qui sont appelées. Puis ensuite, on a l'hydraulique et le nucléaire, qui sont à peu près dans un mouchoir de poche. Puis après, on a le gaz, le charbon, etc. Et le prix de l'électricité est établi sur le coût marginal de la dernière unité appelée. Comme on a réduit la capacité de production d'électricité en Europe, notamment en fermant Fessenheim, mais aussi en fermant des capacités de production d'électricité pilotables comme le gaz ou le charbon, ce qui n'est pas plus mal, et bien aujourd'hui, le coût marginal de la dernière unité à appeler pour produire de l'électricité en Europe, c'est souvent une centrale à gaz ou une centrale à charbon. Donc le prix de l'électricité est très souvent aligné sur le coût marginal de production d'une centrale à gaz ou d'une centrale à charbon. Sauf que le coût marginal de production d'une centrale à gaz ou d'une centrale à charbon est quasiment équivalent au prix du gaz ou au prix du charbon. Donc quand le prix du gaz explose, le coût de l'électricité explose, alors qu'en France, l'électricité, en une année, est produite à 7% par du gaz. Voilà, ce qui n'a absolument pas de sens. J'aimerais qu'on parle un petit peu de bataille des idées, de bataille culturelle, justement, sur cette question du nucléaire en France. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les années 2010, on a eu Greenpeace qui a beaucoup œuvré justement à dramatiser cette question du nucléaire. On a eu évidemment les écologistes, il y a eu toute une bataille des idées. On en est où aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les Français, globalement, ils sont favorables au nucléaire? Quels sont les sondages, peut-être? Est-ce que cette bataille des idées est en train d'être remportée pour le nucléaire? Si on en suit l'IRSN, et de mémoire, parce que c'est un moment que je n'ai pas vu ces sondages d'opinion, mais tous les ans, l'ex-IRSN, qui a maintenant été fusionné avec l'ASN pour donner l'ASNR, Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, publiait un sondage tous les ans où on voyait que le plus bas dans l'opinion française, c'était à peu près au moment de Fukushima. Quand tous les écolos se sont bien jetés sur l'occasion pour essayer de grossir le trait d'un accident nucléaire qui n'a fait aucun mort dû à la radioactivité. Il n'y en a qu'un seul travailleur qui a été reconnu comme étant mort de la radioactivité, bien que ça puisse se discuter, c'était surtout une reconnaissance par rapport aux avantages que ça offre pour la famille, etc. Les 15 000 morts, c'est le tsunami. Il n'y a pas eu de mort à Fukushima dû à l'accident nucléaire en lui-même.
Et il n'y en aura pas plus tard, ça c'est Lunskear qui le montre avec une méta-analyse, l'analyse physique la plus puissante qu'on puisse faire, Lunskear qui est l'équivalent du GIEC à l'ONU, juste pour le nucléaire, qui le montre, le rejet de radioactivité dû à l'accident de Fukushima autour de la zone est de l'ordre de la radioactivité naturelle. Donc il ne peut pas y avoir de surmortalité. Et si on fait un dépistage correct du cancer de la thyroïde, il n'y aura vraiment aucun impact derrière. Ils ont grossi le trait, etc. etc. L'opinion a baissé à ce moment-là. Je crois qu'on est arrivé à, de mémoire, il faudra vérifier, mais 40% d'opinion favorable pour le nucléaire à cette époque-là. Aujourd'hui, je crois qu'on est remonté à 65-70% avec la crise énergétique. Les Français, heureusement, ont compris que le nucléaire était quand même une source d'énergie stable, pilotable, bas carbone. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais parce que pendant un long moment, on a eu les associations antinucléaires qui faisaient croire que le nucléaire était une énergie fossile, était une énergie sale pour l'environnement, ce qui est totalement faux. C'est l'énergie la plus propre pour l'environnement. C'est pas juste au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Aussi, je le mets dans mon livre, sur les impacts sanitaires et les impacts environnementaux, le nucléaire est ce qu'il y a de moins impactant. Pour les impacts sanitaires, c'est le plus faible. Pour les impacts environnementaux, c'est à égalité avec l'éolien. Pour ce qui est juste des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qui émet le nucléaire français, puisqu'on fait du très bon retraitement de combustible, etc. C'est ce qui émet le moins de gaz à effet de serre au monde, c'est 6 grammes de CO2 d'équivalent CO2 par kilowattheure, quand l'éolien est à peu près à 14 grammes, par exemple. C'est pas beaucoup par rapport au charbon qui est à 1000 grammes. Voilà, ça c'est autre chose. Mais c'est ce qu'il y a quand même de moins émetteur de gaz à effet de serre. Et ça a l'avantage d'être pilotable, donc on produit l'électricité quand on veut, et d'être concentré. Donc en fait, ça utilise pas énormément de matériaux. Parce qu'une énergie concentrée comme le nucléaire ou l'hydraulique, ça a l'avantage de nécessiter très peu d'infrastructures pour produire une très grosse quantité d'électricité. Et on le voit quand on quantifie la quantité de matériaux nécessaires pour produire 1 kWh d'électricité ou 1 MWh d'électricité. Quand on compare ça avec la quantité de matériaux nécessaires pour produire cette électricité-là pour des énergies diffuses, comme le photovoltaïque, parce que le rayonnement solaire est une énergie peu dense, ou l'éolien, parce que le vent est aussi une énergie peu dense, c'est 20 fois plus de matériaux qu'il faut. Donc forcément, quand on regarde cette physique-là, de part d'un côté, on combat intermittence versus pilotabilité, et de l'autre côté, diffus versus concentré, on s'aperçoit qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, physiquement, une énergie pilotable et concentrée sera toujours plus efficace, toujours moins chère, en dépenses d'énergie nécessaires, et puis après, derrière, ça devrait se répercuter sur les euros, qu'une énergie diffuse et intermittente. Toujours. Donc, dans un mix électrique historiquement pilotable et concentré grâce à notre nucléaire et notre hydraulique, si on y rajoute des énergies diffuses et intermittentes, éolien et photovoltaïque, on ne peut faire que structurellement monter les prix de l'électricité. Que ce soit de façon directe, parce que l'énergie vendue doit être plus chère pour que ce soit rentable, soit de façon indirecte, parce qu'on donne des subventions à l'éolien et au photovoltaïque pour combler le manque à gagner qu'auraient les investisseurs pour être rentables quand ils développent ces énergies-là. Et ce sont ces subventions qui, aujourd'hui, en France, nous coûtent, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Voilà. Un pognon de dingue parce que, et c'est un chiffrage que j'ai fait, que Le Monde a essayé de dire que c'était faux. J'aurais remontré le chiffrage derrière. En France, aujourd'hui, on a un mécanisme qui existe de subventionnement des énergies renouvelables intermittentes. En gros, le mécanisme, c'est un tarif de rachat garanti. Quand on garantit en fait le fait que l'électricité, si vous construisez une éolienne ou un panneau photovoltaïque, on vous garantit que l'électricité que vous allez vendre sera toujours à ce prix-là. Imaginons 120 euros mégawattheure. Voilà, c'est un peu généreux quand même, 120 euros. On va me critiquer. On va dire 70 euros le mégawattheure. Si le prix sur le marché européen de l'électricité est plus bas,
à peu près 50 € le mégawattheure, par exemple. Ça, c'était les bons temps, c'était quand tout allait bien. Le manque à gagner, il est payé par l'État, par nous, par le contribuable, via avant ce qu'on appelait le CSPE, maintenant ce qui est l'accise sur l'électricité. Donc ce manque à gagner, c'est le contribuable qui paye. Donc c'est sa facture d'électricité qui paye quand même. Si le prix de l'électricité est supérieur à ce tarif de rachat, c'est l'opérateur qui rend cet argent-là à l'État. Et ça a été observé qu'une seule fois quand on a eu l'explosion des prix de l'électricité. Donc on voit bien qu'en fait, pour que l'énergie renouvelable intermittente, photovoltaïque et éolienne soit rentable, donc ne nécessite pas de subvention, il faut que les prix de l'électricité augmentent. Forcément. Aujourd'hui, l'État a dépensé, depuis qu'on a commencé à développer des énergies renouvelables intermittentes, 40 milliards d'euros. Et a engagé pour la puissance installée, puisque cette subvention, en fait, elle dure sur toute la durée de vie des installations, donc pour la puissance qu'on a installée aujourd'hui, on doit encore dépenser, dans les prévisions, 60 milliards d'euros. Donc on a 100 milliards d'euros d'engagés, dépensés ou encore à dépenser. 100 milliards d'euros, on en fait un des réacteurs nucléaires avec 100 milliards d'euros quand même. Aujourd'hui, et ça produit maximum 10-15% du mix électrique. Le programme nucléaire français, le plan Messmer, a coûté à peu près 100 milliards d'euros. Ça produit 70% de l'électricité française. Voilà. Donc, rien qu'avec ces ordres de grandeur-là, on s'aperçoit que pilotable concentré versus intermittent diffus. Voilà. Déjà, on sent un peu l'arnaque. Et derrière, on doit aussi renforcer le réseau électrique, parce qu'il y a le côté diffus. Donc on va devoir mettre plein d'infrastructures un peu partout, mais il faut les raccorder au réseau, ces infrastructures-là. Or, le réseau a été historiquement pensé pour être en arborescence, c'est-à-dire qu'on a une production pilotable et concentrée qui délivre beaucoup de puissance, qu'on va ramifier vers une consommation qui est déconcentrée et fatale. Et ça, c'est le MIC, c'est le fonctionnement d'un réseau électrique le plus optimisé si on veut le stabiliser. Comme il faut renforcer ce réseau électrique, aujourd'hui, on a RTE et Enedis qui nous prévoient 2 plans en parallèle de 100 milliards d'euros chacun, dont une grosse partie est prévue pour l'intégration des énergies renouvelables intermittentes. C'est à peu près 50 milliards chacun. Donc 100 milliards en plus pour le réseau électrique. Et la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit arriver et que le gouvernement voulait faire passer en force, en fait, par décret. Le Rassemblement national s'y est opposé, ça a été le seul groupe à s'y opposer. De toute façon, c'est le seul groupe qui a à peu près à cœur la politique énergétique de la France et qui a compris que sans énergie abondante et pas chère, on ne réindustrialisera jamais le pays, on ne redonnera jamais sa puissance à la France, on ne réussira jamais à redonner du pouvoir d'achat aux Français et à rendre notre prospérité à notre pays. Voilà. Donc c'est quand même essentiel. On est monté au créneau, on a menacé de censure et le gouvernement a accepté de nous faire passer une loi qui doit arriver à l'Assemblée nationale en juin prochain, mi-juin à peu près, en séance, de nous faire passer une loi et de prendre en compte les modifications de cette loi qui vont être adoptées dans la PPE qui sera quand même prise par décret en courant septembre. Ça n'engage que le gouvernement. Et dans cette PPE, ce qui était prévu, c'était de continuer à développer massivement l'éolien, dont l'éolien en mer, et le photovoltaïque, pour rajouter à peu près 80 milliards de subventions. Donc à la fin, on arrive sur une enveloppe dépensée ou prévue d'être dépensée, juste pour les énergies renouvelables intermittentes, que ce soit sur le réseau ou pour les subventions, en gros 300 milliards. Une paille. 300 milliards d'euros, vous faites à peu près 30 PR2. 30 PR2 qui pourront vous produire 300 TWh de plus par an d'électricité pilotable, décarbonée et concentrée. Bon, excusez-moi, pour moi, le choix est vite fait quand même. Et sur ça, cette question, c'est vraiment très clair quand vous l'expliquez. De la France insoumise, aux Républicains, ils sont à peu près tous alignés sur cette loi, ils ont tous les partis et tous les partis, non, ils ont un peu plus de nuances, j'imagine. Ce serait trop drôle. La nuance, je pense qu'elle est chez nous. Hein. Ouais. En tout cas, la rationalité, le pragmatisme, il est chez nous. Les autres, si je dois faire schématique, on a le bloc central qui est coincé dans son propre piège, en quelque sorte, où ils ont considéré la politique énergétique comme une variable d'ajustement électorale,
dans un premier temps. Puis après, comme on ne sait pas trop quoi faire, alors on va en mettre un peu partout. Je vous ai dit, comment on gère un portefeuille boursier. Sauf que ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas regardé le fond du sujet. Et derrière, aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'ils sont allés dans la mauvaise direction. Et je pense qu'ils ont un peu de mal à admettre qu'ils sont allés dans la mauvaise direction. J'espère qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont voir que déjà le programme nucléaire qu'ils ont prévu, il n'est pas suffisant, que l'argent qu'ils veulent déployer pour les énergies renouvelables intermittentes, il peut être mis sur le nucléaire pour augmenter le facteur de charge et aussi pour faire augmenter un petit peu la puissance des réacteurs actuels en attendant qu'on ait les nouveaux réacteurs. Et après, on a alors le Parti socialiste, je pense qu'ils savent pas de quoi on parle, tout simplement. Ils sont perdus. Ils naviguent à vue. Les Républicains, eux, ils sont plutôt de notre avis sur tout ce qui est renouvelable intermittent, il faut arrêter. Et les énergies pilotables et concentrées, il faut continuer. Après, on a LFI, les écologistes, qui, eux, je suis désolé de le dire, sont dans un délire total, où ils avancent, en fait, non pas une politique énergétique, mais une idéologie de la décroissance. Pour eux, c'est l'interprétation que j'en fais, je ne sais même pas s'ils l'ont théorisé eux-mêmes, mais pour eux, à mon avis, le seul moyen d'éviter les externalités négatives de nos activités, vous savez, pour satisfaire nos besoins, les êtres humains, depuis la nuit des temps, réalisent des activités qui transforment l'environnement pour satisfaire nos besoins. Donc, on va cultiver des pommes, on va construire des tables, on transforme l'environnement. Et cette transformation de l'environnement, ces activités-là, elles produisent, elles satisfont un besoin, mais elles produisent aussi des externalités négatives qui ne sont pas voulues et qui peuvent nuire à l'environnement. Ça va du remous du bateau quand il avance aux émissions de gaz à effet de serre quand on veut faire avancer notre voiture en brûlant du pétrole. Sauf que ces externalités négatives, quand elles deviennent trop importantes, elles vont influer sur la biosphère. Et c'est aujourd'hui ce qu'on s'aperçoit. En fait, on est devenus tellement nombreux sur Terre, on réalise tellement d'activités qu'on va modifier la biosphère de notre planète. Donc on va modifier la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on va modifier du coup les températures de la Terre, on va réduire la biodiversité, etc. C'est pas souhaitable. Il faut continuer à vivre dans un environnement sain si on veut prospérer. Sauf que pour la gauche, pour surtout LFI et les écologistes, j'ai l'impression que eux, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour éviter d'avoir des externalités négatives, c'est d'arrêter de réaliser des activités, donc de décroître. On va faire une analogie. Vous êtes un adolescent qui arrive dans votre appartement étudiant pour la première fois. Vous découvrez que vous êtes plein de capacités de pouvoir réaliser plein de choses. Donc, vous faire à manger pour la première fois, etc. Vous vous faites à manger, vous utilisez une assiette, évidemment, mais vous ne nettoyez pas votre assiette. Vous la laissez traîner. Vous laissez traîner les assiettes, tout, vous ne rangez pas votre appartement. À la fin, ça devient invivable. Vous ne pouvez plus vivre dans votre appartement. Et en plus de ça, vous partiez d'une personne, et maintenant vous êtes 8. 8 colocataires à l'intérieur. C'est un peu l'augmentation de la population humaine. Autant vous dire que c'est invivable. Les écologistes, alors vous mettez que des personnes de LFI ou des écolos dans cet appartement-là, eux, ce qu'ils vont vous dire, c'est « j'ai trouvé la solution pour éviter d'avoir des assiettes sales, on arrête de manger ». Bon, moi je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Ou on mange moins, quasiment, on mange vraiment moins. Les assiettes continuent à s'accumuler, mais moins vite. Comme ça, on pourra durer un peu plus longtemps. Non, nous, au Rassemblement National, ce qu'on dit, c'est que de l'adolescence, il va falloir passer à l'âge adulte. Déjà, on va se concentrer sur la France et on va essayer de faire en sorte que la France montre le bon exemple. De l'adolescence, on va passer à l'âge adulte et on va se donner les moyens énergétiques, non pas d'aller continuer à se faire à manger, d'autres assiettes à manger, mais de prendre les assiettes sales et d'aller les nettoyer et les ranger. Mais ça nécessite de l'énergie, forcément. En fait, la solution, c'est pas d'avoir moins d'énergie, mais c'est d'avoir plus d'énergie. Et une partie de cette énergie-là va nous servir non pas à réaliser de nouvelles activités pour satisfaire des besoins, aller se faire à manger, mais d'aller réaliser des activités qui sont là pour neutraliser les impacts néfastes de celles qui ont été utiles pour satisfaire nos besoins. Ranger les assiettes et nettoyer les assiettes. Voilà. Donc la solution derrière, c'est pas d'avoir moins d'énergie, c'est d'en avoir plus.
d'avoir des énergies décarbonées et donc d'avoir plus de nucléaire, parce que ce qui nous permet d'avoir une énergie abondante, abordable et pilotable et décarbonée, il n'y a que le nucléaire. L'hydraulique, évidemment, mais comme je vous ai dit, on a une capacité limitée sur un territoire donné. On ne peut pas en faire plus. C'est comme ça, c'est renouvelable. Derrière, c'est le nucléaire qui nous permet, et notamment le nucléaire de quatrième génération, comme je vous ai dit, qui est quand même 2000 ans. Ça nous laisse voir venir et ça nous laisse la possibilité d'avoir la fusion nucléaire pour le siècle prochain, notamment. Si on parle justement de fusion nucléaire, alors moi, à l'époque où j'étais en cours, il y a un petit temps, on m'expliquait que justement les scientifiques essayaient, qu'ils n'y arrivaient pas, que c'était compliqué, qu'il y avait justement une unité qui bossait dessus. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours? Est-ce qu'on va y arriver peut-être dans 20-30 ans? Où est-ce qu'on en est? Il y a quelques semaines, j'ai visité ITER, qui est du coup le projet de construction ce qu'on appelle un tokamak. Donc c'est une espèce de donuts ouverts à l'intérieur, qui a vocation d'être la première unité expérimentale de production d'énergie nette via la fusion nucléaire. Aujourd'hui, on a des tokamaks dans le monde, mais ils ne font pas de fusion à l'intérieur. C'est-à-dire, on crée un plasma qui est en fait un gaz qui a été monté à une température tellement élevée que les atomes et les électrons, les noyaux et les électrons sont dissociés. Donc ça fait une soupe en fait de noyaux et d'électrons qui est chargée, négativement, il me semble. Et le seul moyen de la contenir, tellement c'est chaud, c'est d'avoir un champ magnétique autour pour éviter que ce plasma touche n'importe quel matériau. Donc c'est le principe du tokamak. Aujourd'hui, c'est juste un plasma à l'intérieur, mais on ne crée pas de fusion. L'objectif d'ITER, qui est en cours de finalisation de construction, je crois, là, donc on devrait arriver peut-être dans les années 2030 à avoir la construction finale. L'objectif, c'est de réaliser pour la première fois une fusion nucléaire à l'intérieur d'un tokamak qui puisse, du coup, autant entretenir le plasma et même dégager plus d'énergie que ça n'en consomme. Ça, ce serait extraordinaire. L'étape d'après, c'est de faire un démonstrateur industriel où on utilise ce même type de tokamak, plus gros encore, et derrière, on met de quoi faire chauffer de l'eau en quelque sorte, et puis produire de l'électricité, démonstrateur industriel. Ça devrait peut-être arriver dans la deuxième moitié du siècle. Et ensuite, c'est le déploiement à échelle industrielle de tous ces réacteurs à fusion nucléaire de façon abondante. Et ça, je pense que ça n'arrivera que pour le siècle prochain. Parce que si on compare avec l'état d'évolution de la fission nucléaire, la fusion nucléaire est équivalent, et aujourd'hui à son stade de maturité, équivalent à ce qu'était la fission dans les années 50. Aujourd'hui, la fission nucléaire représente 5% de l'énergie mondiale. Et la fusion nucléaire, ce serait un peu plus dangereux? Non. Ou non? La fusion nucléaire, ça utilise de la matière qui est beaucoup plus abondante, parce que ça utilise de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'atome le plus abondant dans l'univers. Ça utilise du deutérium, ça c'est un isotope de l'hydrogène qui est présent dans la mer. Et du tritium, lui, il est plus rare, malheureusement. Il n'y a que les réacteurs nucléaires qui peuvent en produire, les réacteurs à fission nucléaire qui peuvent en produire aujourd'hui. Mais il y a moyen d'en produire que le réacteur à fusion autoproduise lui-même son tritium. Donc il y a toujours moyen de le faire. Il y a très peu de radioactivité par rapport à une fission nucléaire. Parce que là, on fusionne des noyaux, on les fissionne pas, donc il n'y a pas de produit de fission, il n'y a pas La radioactivité, en fait, provient de noyaux instables. Et plus un noyau est gros, plus il est instable. Et la radioactivité, c'est quand son noyau revient dans son état stable, il va émettre une particule. Et cette particule-là, quand elle interagit avec notre corps, elle fait des dégâts. Elle va toucher l'ADN, etc. Et la radioactivité, il y en a partout dans le monde, tout le temps. Là, on est soumis à un rayonnement radioactif, mais en suffisamment faible quantité pour que notre corps puisse aller éliminer les cellules qui ont été touchées, qui ont été endommagées. Si on a une trop grosse quantité de radioactivité, notre corps il n'arrive plus à suivre. Donc il y a des cellules qui ont été endommagées, qui vont muter en quelque sorte, qui vont faire des cancers. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un risque pour l'humain. Et si là, on a une quantité phénoménale de radioactivité comme il y a eu à Tchernobyl, là, c'est toutes nos cellules du corps qui meurent d'un coup. Ça, quand on a une trop grosse quantité de radioactivité, c'est ça. La fusion nucléaire, elle produit très très peu, c'est infime, de radioactivité, donc ça en fait que c'est pas dangereux. N'est pas très difficile à gérer parce qu'en fait, dès qu'on veut arrêter la fusion, on a juste à
en gros couper le chauffage en quelque sorte. On a coupé le système de fusion, et donc en fait ça va se refroidir tout seul. Donc en termes de sûreté, c'est plus et puis voilà, c'est aussi, du coup, l'essentiel, c'est que c'est surtout, une quantité, abondante, voire même infinie de combustible qu'on peut mettre à l'intérieur et c'est extraordinaire. La fusion nucléaire, c'est ce qui se passe dans les étoiles. Pour ceux qui nous écoutent actuellement sur YouTube, je vous remercie. L'entretien va s'arrêter ici, mais il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment sur notre application, nos abonnés sur Frontières Plus, donc qui auront le droit à quelques questions supplémentaires. Donc si jamais vous êtes sur YouTube, vous avez envie d'avoir justement de continuer cet entretien dans lequel on va parler un petit peu aussi de ce qui se passe dans le monde au niveau nucléaire, je vous invite à nous rejoindre sur Frontières Plus, à vous abonner à Frontières, un abonnement numérique. Ça vous permettra d'avoir la suite de cet entretien et la suite des autres entretiens fauteuil rouge que vous avez l'habitude de suivre. Merci beaucoup Maxime Amblard d'avoir été sur ce fauteuil rouge. C'était, je pense, passionnant. C'est des sujets qu'il faut traiter absolument dans le débat public, qui parfois font pas assez de bruit et pourtant ils sont ô combien vitaux. Donc on était vraiment ravis de vous avoir sur ce fauteuil rouge. C'était très clair. Je rappelle que vous êtes député au Rassemblement national, vous êtes ingénieur en physique nucléaire et vous êtes auteur de ce livre qu'on peut peut-être acheter pour vous soutenir aussi, Abondance et pénurie. On était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup.